Choisi comme thème l'OMC face aux accords régionaux, un thème que nous avons jugé d'actualité pour plusieurs raisons, parce que d'une part, c'est l'impression du journaliste, après vous me corrigerez, hein, messieurs, notamment Victor, on a l'impression que l'OMC se fait un peu déborder sur sa droite et sur sa gauche par la multiplication d'accords bilatéraux, d'une part, et puis surtout d'accords multilatéraux type TTIP, TTP, TAFTA, enfin peu importe les acronymes, qui au fond visent d'une part à court-circuiter l'OMC, qui est quand même l'organisation qui, quelles que soient les opinions qu'on peut avoir sur l'OMC, mais enfin rassemble une grande majorité des pays par rapport à la problématique du commerce. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, enfin, c'est la deuxième préoccupation, c'était les conditions dans lesquelles se négocient ces accords multilatéraux qui posent plusieurs problèmes de transparence, en tout cas qui sont contestés sur le plan politique à cause de ça, et qui établissent des règles un peu, semble-t-il, de double standard entre ce qui est fait au sein de ces accords et les règles de l'OMC. Bref, c'est un peu pour nous éclairer sur cette problématique qu'aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir Victor do Prado, qui est le directeur du Conseil du Comité des négociations internationales de l'OMC, qu'on connaît bien à Genève, parce qu'il est très engagé dans la vie non seulement internationale, mais aussi locale sur le plan genevois. L'ambassadeur Didier Chambovet, nouvellement arrivé, qui est un grand connaisseur aussi, puisqu'il a commencé à travailler d'abord avec le GATT il y a une trentaine d'années, donc a suivi l'évolution de tout ce qui s'est fait en matière d'OMC, enfin de négociations sur le commerce d'OMC, enfin de GATT puis d'OMC. Monsieur Trinesh Biswas, who is senior advisor at the ITC Center, International Trade Center here, will speak in English, so thank you for coming. And Mrs. Suzanne Georges, who knows the press club since long time because she's here for the third time, and we thank her for her participation. She's politologist, she wrote many books, and she's also a critical voice for the, for the trade organizations and the libre-échange and so on, so we will be pleased to hear you. Pour commencer, je vais donner la parole à Victor do Prado et à M. Chambovet, puis on va demander à nos deux autres intervenants de réagir et de porter peut-être une voix un peu plus critique, et puis pour commencer le débat. Victor, puis j'oublie quand même l'essentiel, que de vous demander de signer notre livre d'or. À force de parler, on oublie. Et puis je vous remets le dernier catalogue de Cartooning for Peace, Dessin pour la paix, qui est l'exposition de dessins de presse que nous avons faite et avec qui nous collaborons ici au Club de la Presse depuis maintenant 6 ans. Voilà. D'accord. Alors, je te laisse là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Guy pour cette introduction, pour l'invitation. Merci Louisa pour organiser tout ceci. Merci à Olivier Couteau pour l'appui toujours à cette série de conférences. Moi-même, je viens de temps en temps pour assister. Ça fait très plaisir de parler un petit peu sur les accords régionaux et l'OMC. C'est bien sûr un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, surtout depuis qu'on négocie le TTIP, comme on dit, entre les États-Unis et l'Union européenne, le TPP dans le Pacifique, des négociations assez complexes et qui font, comme je dis, qui provoquent beaucoup de discussions. Alors, le titre, l'OMC face aux accords régionaux, on a tout de suite un problème de nomenclature qu'il faut bien comprendre.
un accord régional, c'est quoi? Alors, ce titre, accords régionaux, c'est un titre générique pour plusieurs choses. Ça peut être un accord bilatéral, juste entre deux pays, donc la Suisse et la Chine, qui ont un accord bilatéral de commerce. Ça peut être un accord entre 2 et plus, 3, 4, 5, et vous avez effectivement des accords entre 3 ou plus de pays. Ça peut être des accords qui ont, disons, une cohérence régionale. Pensons par exemple à un accord entre tous les pays de l'Amérique centrale, ou tous les pays de l'Asie du Sud-Ouest, ou plus proche de ma propre carrière, j'ai commencé ma carrière en négociant un accord qui s'appelle le Mercosur, entre des pays en Amérique du Sud. Voilà, qui ont, disons, une certaine cohérence qui va peut-être au-delà du simple intérêt commercial. L'Union européenne, n'est-ce pas? L'Union européenne, c'est ça, c'est un grand accord régional. Donc, ce titre générique est peut-être un peu compliqué parce qu'on parle de choses qui ont des raisons d'être et des buts qui sont très différents. Un accord régional, un accord, disons, bilatéral, prenons-le, entre le Chili et la Corée, qui prévoit des baisses de droits de douane sur des produits chiléens et coréens, est une chose. L'Union européenne est tout autre chose. Et on le nomme de la même façon, générique, un accord régional. Donc déjà, quelque chose d'assez complexe, d'assez compliqué, parce qu'il faudrait qu'on puisse bien définir de quoi on parle. Ensuite, il faut savoir que ces accords régionaux n'ont rien de très nouveau. Et je ne vais pas aller dans les anciens accords entre la Grèce et l'Égypte, mais restons, par exemple, au XIXe siècle, l'Allemagne s'est constituée autour d'une union douanière, donc un accord de droit de douane qui s'appelait le Zollverein. C'est la première pierre pour la construction d'un pays qui n'existait pas et qui est devenu l'Allemagne. Si vous regardez l'histoire de l'unification allemande, ça commence avec l'union douanière. Les préférences impériales que le Royaume-Uni extendait à tous ces domaines, Australie, Nouvelle-Zélande, anciennes colonies, Canada, etc., c'est quelque chose de moins connu, on ne se souvient presque plus aujourd'hui. C'était pourtant quelque chose de très important jusqu'aux années 30, les préférences impériales. Et si vous regardez le texte du GATT, par exemple, il y a encore des exceptions sur ces préférences impériales anglaises. Donc, rien de bien nouveau. Et nous savons aussi que du moment où il y a eu une grande crise en 1929, aux années 30, il y a eu toute une série d'accords régionaux. Il y a des chiffres historiques qui montrent une montée dans les accords régionaux dans les années 20 et les années 30, ce qui a mené, après la guerre, à la construction du GATT pour essayer de mettre un peu d'ordre dans toutes ces relations commerciales qui devenaient quelque peu complexes. Donc, le GATT, créé en 1948, est un premier essai de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Et effectivement, la première clause, le premier principe du GATT, c'est que la préférence qu'on donne à un partenaire commercial sera étendue à tous les autres partenaires commerciaux. Donc la clause de la nation plus favorisée, qui est, disons, le pilier du GATT. Or, déjà à ce moment du GATT, il y a eu une exception pour des accords de commerce à moins que 23, qui était le nombre initial de parties contractantes du GATT, donc une exception pour les accords régionaux, si on veut. Et là, on distinguait trois types.
Et là, on parle de l'article 24. Excusez-moi de vous faire un peu ce raccourci, mais c'est important pour savoir de quoi on parle. 3 types d'accords de commerce. Le premier, un accord de libre-échange, où 2 ou plus de pays éliminent les droits de douane entre eux-mêmes. Deuxième niveau, un peu plus profond, une union douanière, donc pas seulement de libre-échange entre les partenaires, mais aussi une harmonisation des droits de douane vers les tiers pays qui ne sont pas dans l'initiative. Et finalement, le niveau le plus profond, le marché commun, ce que vous avez en Europe, avec la libre circulation de tous les moyens économiques, donc des biens, des services, de la finance et des personnes. Vous, en Suisse, vous connaissez tout cela très bien. Donc, voilà un peu le cadre de savoir de quoi on parle. Alors, pourquoi cet intérêt renouvelé dans les accords régionaux? Parce que finalement, pour nous, à l'OMC, cette coexistence entre un accord multilatéral qui était le GATT, même s'il y a 20 et quelques, et puis l'OMC, on est à plus de 160 pays maintenant, et des accords, des initiatives bilatérales ou plurilatérales, cela ne nous a pas causé beaucoup de problèmes. Cette coexistence a toujours existé, et on a toujours veillé à ce qu'au moins il y ait de la transparence. Donc, que les pays qui ne sont pas membres d'une telle initiative soient au courant de ce qui se passe vers les autres, avec une certaine règle qu'il ne faudrait pas faire des accords sectoriels, il faudrait essayer de couvrir tout le commerce, ou substantiellement tout le commerce, comme on dit, substantially all trade, ce qui est écrit dans le GATT, pour s'assurer que ces initiatives vont dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'ils ouvrent le commerce et qu'ils ne ferment pas le commerce ou qu'ils créent des distorsions dans le commerce. Et c'est ça le mot. Ce qui préoccupe les membres de l'OMC, c'est les distorsions qui peuvent être causées par ces accords. Et pour cela, il y a donc tout un processus à l'OMC, un comité qui révise ces accords et qui essaie de comprendre ce qui se passe dans toutes ces initiatives. Alors, pour finir, pour ne pas vraiment monopoliser la parole, est-ce qu'il y a un problème dans le TTIP et dans le TPP? Disons, nous, à l'OMC, on ne va pas entrer dans la matière, au moins moi dans le secrétariat, et le critiquer. Ça, je laisse pour d'autres qui sont là. Je suis sûr que vous entendrez des critiques au TPP et au TTIP. Ces accords ne se font pas à Genève, hein, il faut le savoir. Ils se font en dehors de l'OMC. On espère qu'un jour, s'ils sont approuvés par les parties, ils soient notifiés à l'OMC. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Donc, on apprend ce qui se passe dans le TPP et le TTIP par les journaux, comme vous. La préoccupation, c'est, disons, une trop vaste confusion dans ce qui est le règlement international. Parce qu'à l'OMC, vous avez quand même une certaine base multilatérale pour ce qui est de la partie normative des accords. Or, un accord qui ne prévoit pas simplement des réductions de droits de douane, mais qui commence à introduire des normes très complexes peut-être créer une certaine confusion dans un règlement du monde du commerce. Je laisse donc mes observations là, en sachant qu'il y a beaucoup plus à dire sur ces accords. Je termine peut-être avec une métaphore, parce que ce que Guy a dit, est-ce qu'il y a vraiment une tension, un conflit? Nous, on dit pas vraiment. Il n'y a pas vraiment de conflit, il y a peut-être des problèmes, et il ne faut pas croire que l'OMC va disparaître parce qu'il y a des grands accords. L'OMC, ça va rester toujours comme le gâteau. Ces accords, c'est les cerises qui vont sur le gâteau. Et
des fois, comme la cerise est rouge, et plus voyante, on voit. Mais le gâteau, s'il n'est pas là, les cerises n'ont pas de base. Donc, il ne faut pas trop croire qu'il y a un grand conflit, une grande... Ce n'est pas le cas. Et la base, monsieur l'ambassadeur, je suis sûr, va vous dire, la base, elle doit y être, parce que sinon, la cerise est dans le vide. Voilà. Merci beaucoup. Merci Victor, merci monsieur Doprado. J'attendais quand même la petite conclusion, mais on y reviendra. Je ne suis pas tout à fait satisfait. On va d'abord passer la parole à monsieur Chambovet, puis après on va réagir. Merci monsieur Mettan. Je vais peut-être apporter quelques compléments à la présentation de Victor. Je suis d'accord avec son analyse, et notamment lorsqu'il dit que les accords de libre-échange, ou les accords régionaux, comme on les désigne, mais c'est à mon sens une dénomination qui est impropre, parce qu'actuellement les accords de libre-échange sont transrégionaux. Ils ne sont pas régionaux, ils sont transrégionaux, mais c'est la terminologie qui est consacrée à l'OMC, donc on utilise cette terminologie-là. Je suis d'accord que ces accords peuvent faire bon ménage. La question que j'aimerais traiter, c'est deux questions. D'abord, pourquoi est-ce qu'un certain nombre de pays cherchent à approfondir leurs relations commerciales en utilisant l'instrument de l'accord de libre-échange ou de l'accord régional, plutôt que de le faire au sein de l'Organisation mondiale du commerce? Alors, comme tu l'as dit, Victor, le régionalisme n'est pas nouveau. Hein. On a quand même eu la constitution du marché commun de l'Union européenne, et à l'époque, qui est une opération de libéralisation très profonde. Le marché commun, c'est l'élimination complète de tous les droits de douane entre les participants et l'établissement d'un seul et unique tarif à l'extérieur. Donc, certainement la forme de coopération en matière commerciale la plus profonde qu'on puisse imaginer si l'on s'en tient au flux de marchandises et aussi au flux de services lorsque le marché est complété par les services. Ce qu'on a constaté dans le passé, c'est que la constitution de ces accords a appelé une réaction au niveau multilatéral. La création du marché commun a amené au Kennedy Round, qui était un cycle de négociation du GATT de l'époque. L'objectif, c'était précisément de permettre aux pays tiers qui ne participaient pas au marché commun d'atténuer les discriminations qui résultaient de la constitution du marché commun. On a aussi eu un phénomène similaire avec l'Uruguay Round. C'était l'ALENA, enfin l'accord de libre-échange nord-américain, plus connu sous l'acronyme NAFTA, qui a trouvé une réponse dans l'Uruguay Round qui a permis d'atténuer une partie des discriminations qui résultaient pour les pays tiers de la négociation du NAFTA. Maintenant, peut-être le problème que nous avons plus récemment, c'est que cette réaction ne se produit pas aussi facilement et aussi rapidement que cela a été le cas dans le passé. Parce qu'il y a une pléthore d'accords de libre-échange. On en dénombre un peu plus de 300, je crois, qui ont été notifiés à l'Organisation mondiale du commerce. C'est donc un écheveau extraordinaire d'accords de libre-échange qui est pratiquement inextricable. C'est sa faiblesse d'ailleurs, parce que chaque accord a des règles différentes, notamment en ce qui concerne les règles d'origine. Et cela n'a pas amené une réaction similaire à celle qu'on a constatée avec le Kennedy Round et le Uruguay Round. Alors pourquoi? Et c'est peut-être la question qu'on peut se poser. Il est vrai que réussir une négociation multilatérale comme le Uruguay Round est quelque chose qui est extrêmement difficile. Il faut qu'il y ait un concours de circonstances extrêmement favorable. On l'a eu à la fin de la guerre froide. Il y a eu un moment marquant dans l'histoire moderne, c'est la fin de la guerre froide et l'introduction d'un certain nombre de réformes libérales qui a permis la conclusion du cycle d'Uruguay. La constitution du GATT est aussi intervenue à la fin d'un événement marquant qui était la Deuxième Guerre mondiale. Il fallait reconstruire. Et donc, on a voulu le faire aussi à travers la coopération commerciale. Ce type d'événement marquant ne se produit pas tous les 10 ans. Ça se produit 2 fois par siècle. Et c'est peut-être l'erreur que nous avons faite à Doha lorsqu'on a lancé le cycle de négociation. On pensait qu'on allait pouvoir de nouveau procéder à une réforme majeure du système, telle que celle que l'on avait effectuée dans le contexte de l'Uruguay Round. On n'y est pas parvenu. Et maintenant, l'OMC progresse différemment. Elle progresse. Sa raison d'être est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'il y a 10 ou qu'il y a 15 ans, mais elle progresse à petits pas, avec quand même des éléments tangibles, comme l'accord sur la facilitation des échanges, l'accord sur les technologies de l'information. Et c'est une manière qui est finalement assez efficace
de développer le système et de réaliser de véritables avancées, des avancées tangibles. Mais on ne va pas à l'OMC aussi loin que ce que l'on fait dans les accords de libre-échange. Lorsque vous concluez un accord de libre-échange, vous ne parlez pas de réduction des tarifs, vous parlez d'élimination des tarifs. Ça va beaucoup plus loin. Dans un accord de libre-échange, vous aurez certains éléments qui ne sont pas couverts à l'OMC, comme par exemple l'investissement, qui va être couvert par un accord de libre-échange. Et si l'on veut, ces accords de libre-échange répondent aux besoins de l'économie moderne, et notamment aux fameuses chaînes de valeur ajoutée et au développement du commerce des produits intermédiaires. Aujourd'hui, les produits intermédiaires franchissent plusieurs fois les frontières avant d'être assemblés dans un produit final. Si à chaque fois elles payent un droit de douane, même s'il est modique, de 2, 3 ou 4%, à la fin ça s'accumule et ça peut devenir important. Donc l'objectif de l'élimination, il correspond aux besoins des valeurs, des chaînes de valeur ajoutée. Les accords de libre-échange ont aussi développé et protégé certains droits de propriété qui ne sont pas protégés de la même manière à l'OMC, mais ils se réfèrent tous au socle de l'OMC. Et là, je suis 100% d'accord avec Victor. La pertinence de l'OMC reste est complètement confirmée dans le contexte des accords de libre-échange. Si vous lisez un accord de libre-échange, vous verrez que pratiquement à chaque page, vous avez des références aux accords de l'OMC. Mais seulement, ça va un peu plus loin. Ça va plus loin. Et pourquoi 300 accords de libre-échange et pourquoi pas de cycle de Doha, ou du moins pas un achèvement complet du cycle de Doha? Eh bien, certainement, il est plus facile de se mettre d'accord à 2, à 4 ou à 12 qu'à 164. Je pense que c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre. Et surtout que les accords de libre-échange se font entre pays qui ont des intérêts communs. C'est-à-dire, et cette similarité d'intérêts permet à la négociation d'aboutir. Alors qu'à l'OMC, on a quand même une très grande divergence d'intérêts. Et il n'est pas facile de trouver un dénominateur commun. Maintenant, un dernier mot à propos de ce qu'on appelle les méga deals, parce qu'il y a maintenant une nouvelle dimension qui a été prise par la coopération régionale, par les accords régionaux, à travers le partenariat transpacifique et le partenariat transatlantique. On a passé vraiment à une dimension en dessus. C'est-à-dire qu'on a des accords transrégionaux qui couvrent une partie très importante du commerce et qui, pour ce qui concerne le partenariat transatlantique, pour autant qu'il voit le jour, est un accord qui est beaucoup plus ambitieux que tout ce que nous avons vu auparavant. Alors, est-ce que ces accords ont un impact sur l'OMC? Je pense qu'ils ont pu avoir un impact sur l'OMC dans la mesure où ils ont en quelque sorte inhibé certaines négociations sur l'accès au marché qu'on a menées à l'OMC. C'est-à-dire que les négociations sur l'accès au marché se passent principalement dans le contexte des accords régionaux, du TPP, du TTIP et des autres accords régionaux qui ont été négociés. À l'OMC, on avance beaucoup plus progressivement, même si sur l'accès au marché, on réalise des progrès, notamment dans le domaine des technologies de l'information. C'est possible, mais on ne va jamais aussi loin et jamais aussi profondément que ce que l'on réalise dans ces accords transrégionaux qui répondent, je le dis encore une fois, aux formes modernes de l'économie et notamment au développement des chaînes de valeur ajoutée. Il y a une véritable demande d'accompagnement de ce phénomène par des conditions cadres, par des accords internationaux qui permettent aux firmes de mieux faire fonctionner leur chaîne de valeur ajoutée et de mieux coopérer. Alors je m'arrête là, peut-être qu'on aura l'occasion, Monsieur Mettan, vous l'avez suggéré, de parler des questions de transparence et de ce qu'on appelle en anglais accountability, qui est aussi un thème sensible. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, là, je crois qu'avec la partie un peu historique exposée par M. Do Prado et les explications que vous venez de donner, M. l'ambassadeur, effectivement, on a un meilleur cadrage de ce qui se passe. Je vais tout de suite donner la parole à M. Biswas et à Mme Georges, puis après on va entamer le débat. Donc, Mme Georges va conclure. Elle souhaitait intervenir du temps dernier. Mr. Biswas. Merci. Excusez-moi, je vais vous adresser la parole en anglais pour éviter de commettre de graves atteintes contre la langue de Molière, mais je serai ravi à répondre aux questions en français. I agree with the bulk, in fact, just about everything that both Victor and Ambassador Chambovet have said. But I'd like to talk about two things in the relationship between this vast array of different kinds of agreements that come under the
the heading of a regional trade agreement and the WTO and the multilateral system. Now, first, as they both said, there are a lot of complementarities. There's a lot of potential for them to be mutually supportive. Even when countries come together in regional arrangements, it can enhance their ability to trade rather with the rest of the world. So one of the best examples I can think of is regional integration in Africa, right? And so I was reading up a little bit for this talk, and I learned that the cities of Kinshasa and Brazzaville are separated by the Congo River, and in theory, these two countries, both Congos, should be able to trade a lot. However, the cost of crossing that river would be equivalent to if the people who lived in the city of San Francisco had to pay $1,200 every time they crossed the Bay Bridge to Oakland and came back. So African governments recognize that this is not exactly the best way to overcome the lack of economies of scale they have in their small economies. And that's why they are trying to solve a lot of tariff, non-tariff barriers, enhance transportation and infrastructure links, so that they can build regional supply chains and trade better with the rest of the world. Now, there is this classic debate about trade diversion and trade creation that happens when a subset of countries form a trade agreement. And things can honestly go both ways. So the canonical example of trade diversion is a New Zealand butter producer who's been exporting to the UK for decades. The UK joins the EU, and oops, all of a sudden they can't export butter to the EU. But things are changing. Tariffs have broadly come down, and now, because tariffs are not the biggest obstacle to trading for all but a handful of products, other norms matter more. So, for instance, when the EU expanded to cover Eastern Europe in 2004, Australia's trade with Eastern European countries like Poland, Czech Republic, Hungary, and Slovakia actually went up, because the fact that these countries were now applying EU norms meant that it was cheaper for them to trade with Australia. So this is an example of how regional integration can actually contribute to multilateral trade. But, and Victor knows this, but of course can't say it because he works at the WTO. I do think there is a difference that's happening now with especially with the rise of these mega regional trade agreements. Until recently, only a handful of the world's biggest trading relationships happened on a sort of preferential RTA basis. Say Canada, U.S., maybe France, Germany within the EU, a few other trade relationships within the EU. But some of the biggest trading relationships, the EU's relationship with the United States, the United States and the EU's relationship with China, the United States' relationship with Japan, these all operated under the classic sort of MFN terms defined at the WTO. If these agreements happen, then this will change. The center of gravity will shift away from MFN. I'm not saying that the WTO will become irrelevant. I'll come back to that in a second. But there is a risk that sort of diplomatic and political energy will generally shift away from the multilateral system. That said, and there's a caveat here, is that as Ambassador Chambévet was saying, is that RTAs in general pay a lot of attention to the WTO. They defer to WTO disciplines very frequently on a range of issues, such as anti-dumping, sometimes intellectual property, and they love the WTO dispute settlement mechanism. A recent paper by Chad Bowen at the Brookings Institution, I think, said that fully 15% of all of the trade disputes ever brought to the WTO were brought by parties to an RTA who simply wanted to solve their bilateral issue at the WTO rather than in one of the tribunals set up
by their own agreement. Now, that said, I do think these mega regional agreements pose a couple of other risks. And first I want to talk about, it's very easy in Geneva, especially if we've been looking at the Doha round and its struggles over the past 15 years, to think, oh God, multilateral agreements are impossible, regional agreements are much easier. And I would ask you to put that in perspective. If we look at the TPP negotiations, right, the US as the biggest economy is the fulcrum. They include a dozen countries. The US had free trade agreements with 6 of them at the outset. Okay, I think I have it written down somewhere. Yeah, Australia, Canada, Chile, Mexico, Peru, and Singapore. With 2 others, with Japan and New Zealand, the US had long-standing diplomatic and military ties, because, politics matters in FTA negotiations. It still took 8 years to negotiate that deal. Right, the WTO with its 164 members doesn't seem like that much of a laggard in comparison. And a second point, we still don't know whether the TPP will pass in Congress, and that brings me to 2 related issues. One, the risk of regulatory fragmentation that both of my predecessors brought up. Because trade agreements no longer center on tariffs, they're mostly about negotiating regulations. And there is a risk that if, for instance, the TPP, the TTIP, the Regional Comprehensive Economic Partnership that involves the ASEAN countries, China, Japan, India, Australia, New Zealand, and a couple of others, if they start to adopt fundamentally different regulatory approaches, then they'll end up raising transaction costs for producers and traders. The whole point of trade agreements is to lower transaction costs. Also, I think the politics of these agreements can be very delicate. So, for instance, when Obama wants to talk about the TPP, he says, we need to write the rules of trade for the 21st century. Except China's not in the TPP. So is this some sort of, is it does it become exclusionary? That's dangerous, right? I think it's very important that all countries, or all leading trading powers, play a joint role in setting the rules of the 21st century. And when Mike Froman goes to Congress, I don't know what he says in private meetings, but there is a strong insinuation that the TPP is a complement, an economic complement, to the US's geopolitical pivot to Asia. It's very dangerous if China and other Asian economies feel that trade agreements are becoming an economic containment strategy, right? And so that's something that I think countries need, parties to trade agreements need to think about. They need to get together and discuss the regulatory approaches they're taking. The RTA transparency mechanism that Victor mentioned would be a great venue for that, for them to look at what they're entrenching in these different regional agreements, to make sure that they pursue what's called inclusive regionalism, so that they agree, they reach agreements that other countries can sign on to. And a final point I'll make is that so even if a bunch of, actually I'll come back to that in the discussion, but I will say that there's a danger of a world of mega regionals becoming what an Indian analyst named Arvind Subramaniam called trade wars by proxy. We need to avoid that. But there's no reason to go that way. It's not inconceivable for governments to pursue complementary approaches within regional agreements. They can also bring them to the WTO now that countries are more open to negotiating plurilateral
plurilaterally within the WTO. There's a lot of scope for RTAs to sort of be a test grounds for looking at disciplines that go beyond the WTO. If they like them, subsets of countries can now pursue them, explore negotiations within the WTO. And that's a sort of cooperative approach to new economic realities that Ambassador Chambouvet referred to. And I think that would be a much happier way to proceed. But I'll stop here. Thanks. Thank you for this reaction. I think it's very important. We are in the heart of the problem. Now I would like to give the floor to Mrs. George, and after we will start with the discussion. Please. Merci beaucoup. Merci. Merci de l'invitation et de votre accueil. Je voudrais préciser que je n'ai jamais été employée par un organisme pour faire le travail que j'ai fait. Je ne suis salariée de personne, j'ai travaillé avec des ONG, j'ai donné des innombrables conférences sur différents aspects du commerce, mais sans jamais être payée pour. Donc, mon métier est sensiblement différent. Et j'ai toujours appartenu à des mouvements sociaux qui se mettaient ensemble, souvent en coalition, et de plus en plus en coalition, maintenant à travers toute l'Europe, pour faire ce travail critique, parce que nous sommes très souvent alarmés par les implications des nouveaux accords en particulier. Je ne parlerai pas de l'OMC parce que nous le considérons de notre côté comme devenu quelque chose d'assez standard, de pas dangereux, que le système effectivement de règlement des différends marche très bien et que les absences qui auraient pu inquiéter autrefois, notamment dans la propriété intellectuelle, l'investissement, etc., sont devenus plutôt des vertus, vu ce qui se passe dans ces domaines-là, dans les accords régionaux. Voilà, alors comme prologue, voilà. Nous pensons dans ce mouvement que ces accords régionaux ne sont pas spécialement sur le commerce, et cela a été confirmé. Les tarifs, par exemple, entre l'Europe et les États-Unis sont en moyenne de 2 ou 3%, sauf pour l'agriculture, et si j'ai le temps, je dirai un mot là-dessus. Mais on ne fait pas une énorme conférence pour baisser les tarifs de 2% à 1 ou à 0. Non, il s'agit de toute autre chose. Et je dirais, dans l'espoir de choquer quelques-uns, que ces nouveaux accords sont très souvent, en particulier quand les États-Unis sont présents, une sorte de charte des droits pour les plus grandes entreprises de la planète, pour les entreprises transnationales. Je voudrais parler de la géopolitique dans ce sens. Si les États-Unis sont au centre de 2 accords régionaux, c'est-à-dire le TPP d'un côté et le TTIP de l'autre, cela veut dire que les États-Unis sont au centre d'environ les 2/3 du PNB mondial et des 3/4 du commerce. C'est une position enviable, mais vous noterez que les BRICS, Chine, Russie, Inde, Brésil, Afrique du Sud sont exclus de ces différents accords régionaux. Cela a un sens géopolitique, je crois. Et ce que nous appelons, nous, des bénéfices, les lois sur l'environnement, les lois sur le travail, des protections sociales, pour les entreprises sont considérées comme des coûts. Ça coûte cher d'avoir des règlements. Alors, pour moi, et j'ai travaillé le plus sur le TAFTA, comme nous l'appelons en France, TTIP, et le CETA, accord avec le Canada,
nous les considérons, comme j'ai dit, comme des accords pour donner des droits nouveaux, en particulier de baisser les coûts pour les transnationales. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'attaques contre la démocratie qui sont caractérisées. Le système de règlement des différends est totalement différent de celui de l'OMC. Il s'agit d'accords ISDS, Investor to State Dispute Settlement. ISDS est devenu un peu la lingua franca pour tous ceux qui sont concernés par ces problèmes. Cela commence très tôt et on peut le comprendre quand l'Allemagne fait le premier accord bilatéral avec le Pakistan en 1959, que l'Allemagne considère que les cours de justice au Pakistan sont peut-être un peu corrompus, un peu déficients et exige un système de règlement des différends pour les investisseurs qui soit différent. On peut le comprendre. On peut beaucoup moins le comprendre quand il s'agit de dire que les investisseurs dans des pays comme les pays européens ou aux États-Unis, avec des systèmes judiciaires très développés, devraient au contraire se soumettre à des systèmes privés où les cours, si je mets ça entre guillemets, sont des cours qui sont faits de 3 arbitres, qui sont des avocats privés, des arbitres privés, qui peuvent être cette semaine avocats et dans 15 jours arbitres, qui sont toujours coûteux pour l'État. L'État ne gagne jamais. D'après les chiffres de la CNUSED, les États ont gagné jusqu'en 2014 37% des cas qui ont été décidés. Il y en a maintenant 650 et quelques cas qui ont soit été décidés pour environ la moitié et d'autres pas décidés. Mais des cas décidés, les États ont gagné 37%. Mais le reste, c'est quoi? C'est soit l'entreprise et l'État accusés de passer des lois qui peuvent entraver les profits actuels ou même futurs de l'investisseur qui a porté plainte. Cet État doit payer les coûts du procès, ne peut pas le refuser, et dans les 63% des autres cas, a soit fait un règlement à l'amiable en dehors, en payant quelque chose, mais là nous ne savons pas les sommes, soit il a été décidé par les arbitres que cet État devait en effet une somme souvent considérable à l'investisseur. L'Équateur, qui n'est pas un pays particulièrement riche, a dû payer, est en train de payer, non pas millions, mais milliards de dollars à l'Occidental Petroleum parce que l'Équateur a refusé le forage dans une zone écologique protégée. Veolia, compagnie française, a fait un procès contre l'Égypte, pas encore décidé, parce que l'Égypte a augmenté le salaire minimum. Il y a beaucoup d'autres cas où beaucoup tournent autour de l'environnement, autour du fracking, autour de lois sur la santé publique, par exemple, chose gagnée, heureusement, par l'Uruguay, qui voulait introduire des paquets de cigarettes ternes avec des normes avertissements pour la santé, etc. Et ça, l'Uruguay a gagné, mais a dû payer les coûts, naturellement. Bon, il y a cet aspect-là, qui est une attaque directe sur la démocratie, le judiciaire, dans des pays où on n'en a pas besoin. Cela attaque le législatif aussi, la branche législative, par ce qu'on appelle la coopération régulatoire, regulatory cooperation. Ici, nous l'estimons très dangereux parce que, comme j'ai dit au début, tout ce que nous appelons un avantage pour les populations, loi sur le travail, loi sociale, loi sur l'environnement, sont des protections, mais pour les compagnies, ce sont des coûts
Et leur ambition, c'est que ce soit des compagnies européennes ou américaines, hein, peu importe. L'idée, c'est d'harmoniser les régulations et dans la pratique, et ce que nous pouvons savoir des négociations, parce que, sauf fuite, nous ne savons pas le détail des négociations, nous savons quelques détails par les fuites, mais non pas parce que ça a été publié. J'ai perdu mon fil là, excusez-moi. Les coûts des règlements semblent s'accorder sur les normes américaines. Or, les normes américaines sont très différentes des normes européennes parce que le principe est différent. Pour les Américains, vous devez, si vous voulez mettre quelque chose sur le marché, vous le mettez sur le marché et plus tard, s'il y a des cas légaux ou légaux où il y a eu des dommages avérés, vous pouvez être obligé de changer votre approche. L'Europe prend une autre approche qui est le principe de précaution et qui dit s'il y a un danger de nocivité pour les personnes ou pour l'environnement, on s'abstient. Moyennant quoi, depuis très longtemps, depuis une trentaine d'années, les États-Unis ont interdit 6 produits chimiques alors que les Européens en ont interdit 1200. Différence considérable. Nous avons très peur que les normes alimentaires soient abaissées pour être en harmonie, très joli mot, mais pas très jolie chose dans les réalités, avec les lois américaines qui permettent des OGM, qui permettent des poulets lavés au chlore, qui permettent le bœuf aux hormones. Et c'est pareil pour le Canada. Je n'ai pas le temps de continuer sur le TAFTA. J'ai déjà dépassé mon temps alors que j'ai énormément d'autres choses à dire, mais je vais m'abstenir en concluant simplement que si ce sont les entreprises qui sont des entreprises de profit, naturellement et nécessairement, ce que l'on appelle poliment, et je suis contente de l'apprendre, les chaînes de valeur des entreprises, si nous basons tout sur leurs chaînes de valeur, y compris les règlements qui ont été gagnés de haute lutte pour protéger les populations et l'environnement, nous allons perdre énormément au change, même si ça baisse les coûts pour les entreprises. Et rien ne dit que les coûts accumulés par eux n'iront pas au 1%, comme c'est le cas maintenant, et ne bénéficieront en rien aux populations de ces pays qui sont concernés. Merci. Merci beaucoup, Madame Georges. Bien, on a fait un peu le tour. On voit là aussi les critiques émerger. Monsieur de Prado et Monsieur Chambovet, quand on vous écoute, tout baigne, tout semble parfait. D'ailleurs, vous avez une très bonne complémentarité avec vous. L'OMC, ça roule, tant sur le plan des achèvements, des accords et des progressifs qui sont faits comme vous l'avez dit, même si le Doha Round a capoté. Donc ça, c'est la première chose qu'on entend dans votre bouche. Puis il semble qu'il n'y a pas de problème, alors que, effectivement, quand même, les objections ou les remarques soulevées par nos deux intervenants paraissent quand même fondées. D'une part, la mise à l'écart, par exemple, de l'Afrique, qui avait été soulignée par M. Biswas, par le fait aussi que ces méga agreements, ces méga deals transrégionaux donne tout à fait l'impression, pour un observateur un tout petit peu distant, d'être uniquement constitué pour mettre à l'écart la Chine, la Russie et le reste. Enfin voilà, que ça demande quand même quelques petites réactions. Je sais que M. Chambovet, vous devez malheureusement nous quitter un peu plus tôt. Je vais peut-être vous laisser
répondre. Et puis après, Victor, on va lancer le... Je vous en prie. Merci, M. Mettan. J'aimerais dissiper un certain nombre de malentendus. Je suis aussi responsable, j'ai été responsable au sein de l'administration suisse du dossier TTIP, même si la Suisse n'y est pas, mais c'est un accord évidemment qui aura un impact sur l'économie suisse. Et nous avons suivi de très près les développements dans la négociation. Alors, malentendu. Oui, ces accords sont conçus pour répondre aux besoins des entreprises, mais il est absolument hors de question qu'ils se fassent au détriment de la sécurité des personnes, des consommateurs, de la protection de l'environnement, de la protection sociale. Il ne s'agit pas de ça dans ces accords, absolument pas. Et cela a été d'ailleurs réaffirmé dans le contexte des négociations sur le TTIP. Les négociateurs en chef ont très bien dit, nous n'abaisserons pas nos niveaux de protection. La Suisse a négocié 30 accords de libre-échange avec des pays aussi divers que l'Union européenne, que le Japon, que la Colombie, l'Afrique du Sud, etc. Pendant cette période de 30 ans où nous avons négocié ces accords, nous n'avons fait que renforcer nos législations en matière de protection sociale et de protection de l'environnement. Il n'y a eu absolument aucun problème. Il en ira de même, exactement de même pour les États-Unis et l'Union européenne dans le contexte du TTIP. Pourquoi ? D'abord, en ce qui concerne la coopération réglementaire, il n'y aura pas d'harmonisation. Il n'y aura pas d'harmonisation à court terme. L'harmonisation se fera sur le long terme. Et encore que dans des secteurs où l'on reconnaît que les normes de protection sont absolument équivalentes de part et d'autre. Il est hors de question, dans le contexte du TTIP, que l'Union européenne renonce à sa conception du principe de précaution. C'est trop sensible. Si les négociateurs rentrent à la maison avec un accord qui remet en question la pratique du principe de précaution de l'Union européenne, ça ne passe jamais la rampe. Ils n'ont aucune chance au Parlement. Ils le savent. Ils ne vont pas faire de concession là-dessus. C'est clair. Donc, quand on parle de coopération réglementaire, on parle d'opérations qui sont finalement très techniques et très simples, dans des secteurs identifiés, comme par exemple l'automobile, comme par exemple les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, etc., où l'on va examiner si les niveaux de protection sont équivalents. Et si seulement on a acquis cette conviction qu'ils sont équivalents, alors on va reconnaître que le test de certification, que la certification qui a été faite par l'autre sera reconnue. Et au lieu de faire deux opérations de certification, au lieu d'être certifié une fois par l'autorité américaine et une fois par l'autorité européenne, on sera certifié plus qu'une fois. Ce sont des économies qui peuvent être considérables, notamment dans le domaine pharmaceutique en ce qui concerne les contrôles de bonnes pratiques de fabrication. Donc ce sont des opérations qui existent déjà, mais on va, dans le contexte du TTIP, les renforcer de manière ponctuelle et uniquement là où les normes sont jugées équivalentes, là où les normes sont incompatibles ou trop différentes. Les hormones, les OGM, le poulet rincé avec une solution de chlore, les produits chimiques, il n'y aura pas d'équivalence. Il n'y aura pas de reconnaissance de l'équivalence. Et il n'y aura pas non plus de reconnaissance mutuelle. Et chaque pays, des États-Unis comme l'Union européenne, vont continuer à appliquer leur réglementation actuelle. Alors évidemment, je ne suis pas dans le sein des saints, je ne connais pas exactement ce qui se passe dans la négociation. Je sais simplement comment nous pratiquons. Et je suis convaincu que mes collègues de l'Union européenne ne pratiquent pas différemment et qui sont confrontés exactement aux mêmes contraintes. Et il est faux aussi de dire que les États-Unis ont systématiquement des normes plus basses. C'est faux, parce que dans le domaine des contaminants microbiens, les normes des États-Unis sont plus sévères. Et les États-Unis connaissent le système des class action. Volkswagen en sait un petit bout. La tricherie de Volkswagen a coûté beaucoup plus cher à l'entreprise aux États-Unis que cela n'était le cas en Europe. Et c'est un pouvoir dissuasif extraordinaire contre des fraudes, contre des comportements qui sont effectivement répréhensibles et qui doivent être réprimés. Je ne voudrais pas non plus mobiliser le temps de parole, mais j'aimerais encore dire quelque chose à propos du système de règlement des différends, entreprise versus État. Donc, ça ne concerne que le volet investissement. Tous les autres chapitres, les 29 autres chapitres du TTIP, seront couverts par un système de règlement des différends classiques du style de celui de l'OMC, interétatique. Donc, dans le domaine de la protection de l'investissement, il y a effectivement ce système où l'investisseur peut attaquer un État. Et il ne faut pas oublier que l'Union européenne a fait des propositions radicales et assez révolutionnaires dans le contexte des négociations.
qui consiste à établir une cour arbitrale où les arbitres ne sont pas privés, mais sont nommés par les gouvernements, avec un système de cour d'appel, et aussi qui a fait des propositions pour clarifier le droit à réglementer des États. Droit à réglementer qui existe dans les accords classiques, l'exemple que vous avez mentionné, Madame George, de Philip Morris en Uruguay et en Australie aussi, le démontre. Les accords de protection de l'investissement actuels permettent quand même aux États de pratiquer une politique de protection de la santé publique relativement efficace. Dans le cas de l'Équateur que vous mentionnez, donc une amende de 1 milliard, c'est vrai, mais ce n'était pas parce que l'entreprise Occidental Petroleum, je crois, avait foré dans une zone protégée. Il ne s'agit pas de protection de l'environnement. C'est une amende qui a été infligée à l'Équateur parce qu'il a résilié un contrat d'exploitation, de participation de Occidental Petroleum, et ce qui a évidemment entraîné des dommages importants pour l'entreprise qui avait investi. On sait que dans le domaine de l'exploitation pétrolière, du forage et de la prospection, les investissements sont massifs, d'où la massivité de l'amende. La raison pour laquelle le gouvernement équatorien avait résilié ce contrat avec Occidental Petroleum, c'est qu'Occidental Petroleum avait sous-traité son droit d'exploitation à une entreprise canadienne sans en avertir le gouvernement équatorien, ce que Occidental Petroleum aurait dû faire. Il a commis une faute. Les arbitres ont jugé que la sanction qui consistait à retirer le contrat d'exploitation à Occidental Petroleum était disproportionnée, d'où cette amende. Je ne veux pas prendre position sur ce cas, je ne veux pas dire si l'amende était justifiée ou pas, je n'en sais rien, mais je veux simplement dire que ce n'est pas un cas de protection de l'environnement. Il s'agit d'un autre casus belli ici. Voilà, je m'arrête là, et j'aimerais encore ajouter les droits de douane. C'est vrai que si on regarde les moyennes des droits de douane des États-Unis, c'est relativement bas. Ça peut être 3%. Mais vous avez certains secteurs qui sont protégés par des droits de douane de 6, 8, 10, 15%. Pas seulement l'agriculture. Vous avez le textile, vous avez les produits chimiques qui a des droits de douane à 6,5%. Vous avez dans le domaine des machines, vous avez des droits de douane qui peuvent atteindre 7-8%. Nous avons fait une analyse très fine parce que ce sont des secteurs qui concernent directement les exportateurs suisses. Et si les exportateurs de l'Union européenne ne payent plus ces droits de douane, même si c'est 7 ou 8%, les entreprises concernées qui doivent les payer seront évidemment désavantagées sur le marché américain. Mais évidemment, comme il y a beaucoup de droits à zéro, la moyenne est basse. Hein, il y a beaucoup de droits à zéro aux États-Unis, notamment tous les produits pharmaceutiques, c'est zéro. Bon, je m'arrête là, je ne veux pas... Merci pour votre réponse, effectivement tout à fait piquant, tout à fait sur le bien centré. Moi, j'aimerais poser la question à Victor pour rebondir sur ce que vous avez dit. Je pense que la question du fort juridique, enfin disons du système de règlement est très importante. Et pourquoi pas justement utiliser les règles de l'OMC plutôt que d'établir des nouvelles règles de créer des nouvelles règles de droit un tout petit peu quand même au bon vouloir des États-Unis qui ont l'air d'être au centre de ces méga deals. Et pourquoi pas reprendre au fond ce qui marche très bien à l'OMC. C'est vrai que un des grands succès de l'OMC, qui est reconnu par tous, c'est son système de règlement des conflits qui est devenu exemplaire. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité là peut-être de upgrader le rôle de l'OMC voilà, et de résoudre le problème privé-public, puisque l'OMC est quand même une organisation sur une base publique, puis c'est les gouvernements qui sont membres. Oui, merci beaucoup Guy, merci pour ces questions qui me permettent un peu de mettre un peu de l'eau dans le vin, parce que les choses, disons, ne sont pas dans le monde des négociations commerciales, des relations internationales, on n'est pas dans un jeu de foot. C'est pas tout baigne, qui a gagné, qui a perdu. C'est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus complexe. Donc, il faut arrêter un peu ce truc. Ah, l'OMC va mal, les accords vont bien. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on dit ah non, maintenant il y a des mega regionals et tout va basculer sur le mega regionals. Alors heureusement pour moi, le monde est beaucoup plus complexe et beaucoup plus sophistiqué que nous quatre ici dans cette table pouvons en une demi-heure le décrire. Donc ce que vous voyez ici, c'est
peut-être des opinions sur une petite partie d'une immense complexité de ces problèmes. Et ces problèmes de commerce sont très liés, comme m'a dit Madame George, avec de la politique. Ce n'est pas à moi de faire l'analyse où sont les États-Unis dans un ou l'autre, mais c'est clair que c'est comme ça. Écoutez, ouvrez les pages des journaux, regardez ce qui se passe dans le monde. Nous sommes toujours et encore dans ce que M. Eric Hobsbawm, dans son dernier livre, a décrit comme l'âge des extrêmes. Nous sommes toujours dans le XXe siècle, le XXIe siècle a commencé, mais les gens ne se sont pas rendus compte. On est toujours dans le XXe siècle avec un monde plein d'extrêmes, et cela est une évidence si vous ouvrez les journaux. Ça fait un peu peur, restons calmes, disons, mettons-le comme ça. Alors, dans ce monde-là, je dirais que l'OMC se porte plutôt bien, plutôt bien. Alors, dire, tu vois, Guy, des phrases comme « le Doha Round a capoté », c'est d'une simplification, c'est d'une... Un journaliste, je te comprends. Regardez ce que l'OMC a fait depuis 4-5 ans. Un accord sur la facilitation de commerce qui est un très bon accord avec des différentes règles pour les pays en développement. Un accord sur l'élimination des subventions à l'exportation de l'agriculture qui est un accord. Peut-être il aurait dû aboutir il y a 50 ans, mais finalement on l'a fait l'année passée. Très important, politiquement énorme. Un accord sur les droits de douane des produits de technologie d'information. On aboutit, je l'espère, un accord sur les produits environnementaux. Disons que, de mon point de vue, l'OMC se porte mieux que le monde. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde, et si vous regardez ce qui se passe à l'OMC, ça va mieux que le monde ne le permettrait. C'est peut-être mon point de vue, je vends mon poisson là, mais c'est pas toutes les organisations qui vont si bien que ça. Hein? Regardez ce que... Et moi, je suis toujours étonné quand on dit l'OMC devient irrélevant. Écoutez, quand il y a une épidémie d'Ebola, on ne dit pas que l'Organisation mondiale de la santé is now irrelevant parce qu'il y a eu une épidémie. C'est pas comme ça. On devient d'autant plus important quand il y a un problème. Donc maintenant, l'OMC devient peut-être d'autant plus importante qu'il y a ces grands défis posés par ces grands accords. Et heureusement, parce que, comme je dis, les choses sont beaucoup plus complexes. Pour revenir à ta question sur le règlement de différends, effectivement, le règlement de différends à l'OMC se porte plutôt bien. Ça nous cause un peu de stress, de ressources, de personnel. On embauche des avocats, etc. Bon, voilà. Ce qui veut dire, les membres, comme a dit Monsieur l'ambassadeur, ils viennent toujours à l'OMC. Ils n'utilisent pas les tribunaux prévus dans les accords régionaux. Ils viennent toujours à l'OMC. La plupart des gens qui viennent à l'OMC, ils sont partis eux-mêmes des accords régionaux, mais au moment d'un règlement de différends, ils viennent à l'OMC. Il y a des tas de raisons pour cela, mais il y a une certaine crédibilité et des instruments, une certaine expertise de l'OMC dans le règlement de différends qui est importante. Autre chose, le taux d'utilisation des préférences accordées dans les accords régionaux. Il y a une étude de la Banque asiatique du développement. C'est peut-être 20% des préférences qui sont utilisées. Les agents économiques préfèrent utiliser le standard multilatéral que une très compliquée, quel est le tarif prévu dans cet accord ou dans cet autre accord. Je vais être très provocatif là, je ne devrais pas le faire, monsieur l'ambassadeur va m'excuser. Les accords régionaux sont souvent quelque chose que les ministres aiment parce que ça permet à 2 ou 3 ministres d'apparaître dans une photo. 2 ou 3, ils apparaissent dans une photo. 164, vous ne voyez pas les têtes. Hein, c'est tout simple. C'est un peu bête, c'est une métaphore, mais c'est comme ça. Il y a bien sûr un côté politique. Ça rapporte des avantages politiques, un accord régional.
Un grand accord multilatéral, c'est beaucoup plus difficile. On doit vendre, le consensus est beaucoup plus complexe. Quelque chose qu'on n'a pas dit, il y a beaucoup de thèmes qui ont été discutés à l'OMC, qui n'ont pas abouti à l'OMC et qui ont passé à des accords régionaux. Dans le passé, c'était le contraire. On discutait dans les accords régionaux, comme M. l'ambassadeur a dit, dans le NAFTA, etc. Et puis ça passait à l'OMC. Maintenant, on voit souvent un dialogue entre les deux beaucoup plus intéressant. Un dernier mot sur l'Afrique. L'Afrique est un cas tout à fait particulier parce que l'Afrique fait l'objet des accords non réciproques avec l'Europe et avec les États-Unis. On n'en a pas parlé. C'est des accords très grands, donc les préférences que l'Europe accorde à l'Afrique sans réciprocité et les préférences que les États-Unis accordent à l'Afrique dans des programmes EPA et AGOA qui ne sont pas réciproques. Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Ce n'est pas à moi de le dire. Demandez aux Africains et demandez aux autres. Mais c'est pas tout à fait, on ne parle pas tout à fait de la même chose. Okay. Voilà. Merci. Bon, laissez-moi essayer de clarifier les malentendus qui ne le sont pas à ce point, je crois, des malentendus. D'abord, personne n'est contre l'abaissement des tarifs quand il s'agit de commerce juste, quand ce n'est pas un pays très riche avec des industries très matures qui s'attaquent à un pays du Sud qui ne peut absolument pas être en concurrence avec. Quand les partenaires sont à peu près égaux, personne n'a quoi que ce soit contre des accords de commerce. Premier point. Deuxième point. Nous ne faisons pas forcément confiance à l'Europe, à l'Union européenne. Hein. Nous avons dans les fuites des exemples de concessions qui ont déjà été faites dans l'accord TTIP. Par exemple, apparemment, l'Europe aurait, je suis obligée d'utiliser le conditionnel parce que je n'ai pas accès aux originaux, parce que tout cela est tenu très, très secret, y compris de nos représentants. Nous sommes face à un système où pardonnez-moi. Je dire en anglais si vous souhaitez. No, it's not English. It's not the question. It's that I forget what I was going to say. L'Union européenne. Merci, vous êtes très aimable pour moi. Que l'Union européenne, oui, aurait déjà abandonné plusieurs centaines d'indications géographiques et n'a gardé que 200 ou 300. Et je dis j'aurais ces renseignements. Nous avons déjà apparemment des concessions aussi faites sur la protection alimentaire. Il y a une compagnie qui a déjà demandé, apparemment au courant de quelque chose que nous ne connaissons pas, la légalisation de 3 OGM pour le soja au nom du CETA, parce qu'on semble abandonner le TTIP en faveur du CETA, parce que la campagne contre le TTIP a été un tel succès, avec presque 3,5 millions de signatures d'Européennes, dans 23 pays qui ont tous réalisé leur quota. Nous avons suivi les règles de l'Europe pour les référendums, mais nous l'avons auto-organisé parce que l'Europe a refusé notre question à poser dans un référendum européen officiel. Question développée par des juristes allemands qui nous ont dit qu'il n'y aurait aucun problème. L'Europe a refusé. Le lendemain, nous avons décidé de le faire nous-mêmes. Résultat, 3,4 millions de voix contre et 23 pays. Tous les pays européens ont réalisé leur quota fixé par l'Union européenne.
vous allez me dire peut-être que 3,5 millions de citoyens européens ont tort et n'ont rien compris à ces accords, mais ils semblent avoir été convaincus par nos arguments. Mot qui n'a pas été prononcé par quiconque, y compris moi-même, les lobbies. Je me demande pourquoi les entreprises européennes ou américaines dépenseraient plusieurs milliards chaque année pour faire du lobbying auprès de l'Europe et auprès du Congrès et d'autres instances américaines s'il n'y avait pas des avantages certains à obtenir de cette manière-là. Les plus grands lobbyistes pour l'Europe sont Business Europe. Le plus grand lobbyiste pour les États-Unis, c'est la Chambre de commerce, US Chamber of Commerce. Et il est évident que très souvent, ces lobbies sont aussi à titre privé dans des comités d'experts et que les politiques qui favorisent les demandes que nous considérons exorbitantes des entreprises soient prises en compte dans leur position de négociation. Parfois, nos gouvernements sont contre, mais est-ce qu'ils sont vraiment contre? Est-ce qu'ils ne laissent pas l'Union européenne faire, entre guillemets, le sale boulot dans les négociations? Parce que nous avons perdu la capacité d'être tous les pays européens dans les négociations et nous ne pouvons pas contrôler de ce fait ce que nos gouvernements disent dans le Conseil. Il y a beaucoup de secrets dans tout cela. Alors évidemment, ça engendre des doutes quant à la coopération réglementaire. Là, personne non plus n'est contre des tests. S'il y a vraiment dédoublement des tests, c'est stupide et il faut les annuler. Mais pour les voitures, apparemment, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que vous citez le cas de Volkswagen, mais je peux vous citer le cas du General Motors, qui a été obligé de rappeler plusieurs millions de voitures parce que l'allumage du moteur s'arrêtait comme ça, au milieu d'un carrefour, sur l'autoroute, etc. Et on a rappelé ces voitures des années après que les premiers morts ont été signalés et les premiers accidents comme cela. Et c'est le New York Times, ce n'est pas l'agence de réglementation pour les véhicules aux États-Unis qui a engendré une action parce que les agents de cette agence avaient des preuves d'accidents mortels et moins graves qui avaient eu lieu et sans rien faire parce qu'il n'y en avait pas assez. C'est ne pas respecter le principe de précaution que j'ai cité. Et puis j'ai oublié aussi de mentionner, en plus de la menace contre le judiciaire et la menace contre les législatives à qui on enlèverait la possibilité, si on met sur pied l'accord sur la réglementation que les entreprises sont en train de demander, et apparemment, ça serait un forum régulatoire, je crois. Ça s'appelle comme ça pour le moment. Mais cela permettrait aux entreprises d'être aux premières loges et de se prononcer avant même que les législateurs en entendent parler de nouveaux règlements qui seraient mis en place par ces traités. Et comme tout traité, évidemment, c'est au-dessus de la loi nationale. Mais aussi, c'est une menace contre l'exécutif, parce que si un petit pays assez pauvre, y compris en Europe, est menacé de plusieurs attaques d'entreprises transnationales contre un changement de loi, cet exécutif va penser à 2 fois avant de passer une nouvelle loi sur le travail, une nouvelle loi sur l'environnement, etc., et qui favoriserait les personnes et l'environnement, mais pas, sans favoriser les entreprises. Nous avons, je crois, de très bonnes raisons de nous inquiéter. Et les seuls pays qui n'ont pas été d'accord avec nous, avec leurs quotas, sont Malte, Chypre et les 3 pays baltiques. Tous les autres ont... Je regrette que vous partiez, monsieur. J'aurais aimé que...
Non, je comprends, mais j'aurais aimé débattre avec vous. Bon, mais ça, On va recommencer. en l'honneur de votre départ et de votre présence antérieure, je me tais. Merci. Merci, merci Madame Georges. Oui, malheureusement, l'ambassadeur nous avait dit, il a un rendez-vous important, mais la discussion n'est pas terminée. Hein. On aura l'occasion d'y revenir une autre fois. Merci pour... J'aimerais donner maintenant la parole à Monsieur Biswas, because I think he can also react, and we will open the floor. So please, Mr. Biswas, please. Oh, sorry. So just a few. Oh, it's my fault. A few very quick points. One, the world economy is increasingly multipolar. It needs effective multilateral governance. Two, on transparency, which is an issue that Monsieur Metton brought up. Before working at the WTO, which I used to do before my current job at ITC, I used to report on trade negotiations. And I can say over the 9 or so years that I did that, the WTO was much better in terms of transparency, in terms of publicizing negotiating documents, in terms of the dispute settlement mechanism, later on, it evolved in a direction towards much more transparency than, say, the TPP or other bilateral negotiations. It used to be impossible to get the TPP negotiating text. We can come back to that later if you want. Yeah, my sources were probably not good enough, right? I mean, maybe that's my fault, my shortcoming as a journalist at the time, I suppose. And the final issue, I want to talk about sort of the space that international agreements leave countries to operate. First of all, if we're operating, with all due respect, from a presumption of regulatory capture by influential domestic lobbies, that we have much bigger things to worry about than international agreements, right? I mean, it's also, all domestic policy might be contaminated as well. There's also scope for international agreements to expand governments' ability to act. For instance, there is no reason that international trade agreements couldn't establish a common corporate tax base, tax floors, a formula for apportioning corporate taxation. Countries would then have the ability to set whatever percentage they like. It would expand the ability of states to act, not diminish it. Simply, it hasn't been a big part of trade negotiations, although I was delighted to see that The Economist did mention that in its recent article on the global economy. Yeah, I think I'll end here for now. Just now I will open the floor, I don't know, for questions or remarks or comments. Oui, bonjour, Elsa Floret de la GFI, merci. Un message pour l'OMC. C'est vrai que votre directeur, c'était fin septembre, a été très très pessimiste concernant la croissance mondiale et concernant ce protectionnisme qui remontait. Donc quand vous disiez un monde qui ne va pas bien, l'OMC finalement va bien, mais voilà, la croissance des échanges, elle ralentit, elle est même inférieure au PIB alors que ça a toujours été le contraire. Voilà, quel est votre sentiment là-dessus? Puis une petite question concernant les accords transrégionaux ou de libre-échange dont on parle. Vous disiez 300, il y en a 300 existants, dont combien en négociation? C'était juste pour faire le point sur ces accords. Merci. Voilà. Toujours besoin de précision. Je n'ai pas dit que l'OMC va bien, j'ai dit que l'OMC va mieux que le monde. Donc je me méfie toujours des journalistes parce que les réductions sont toujours dangereuses. Mais oui, parce que oui, ça capote et puis ça va bien. Oui. C'est pas un jeu noir sur blanc, c'est tout en nuances. Oui. Donc oui, l'économie du monde ne va pas bien. Les chiffres montrent qu'il y a des dangers. Quelles sont les raisons? Il y a beaucoup d'explications de différents économistes, mais effectivement, ça ne va pas très très bien. Du point de vue de la croissance du commerce, est-ce que cela veut dire que l'OMC va s'arrêter, qu'il n'y a plus rien qui se passe à l'OMC? Pas du tout. Il y a beaucoup d'activités au bord du lac.
il y a le règlement de différend, il y a toute une discussion maintenant sur le commerce digital. C'est le grand buzz en ce moment à l'OMC. Il faut comprendre ces nouveaux processus, il faut en parler. Il y a beaucoup de nouvelles propositions, par exemple, sur ce sujet-là. Donc, est-ce que tout baigne? Non. Non, certainement non. Est-ce que tout va mal? Non plus. Le nombre d'accords, alors, toujours difficile à dire parce que, comme a dit Mme George et comme a dit Trinich, la transparence n'est pas toujours énorme, surtout dans les nouveaux accords qui sont en train d'être négociés. Ce que nous savons, c'est qu'à l'OMC, nous avons reçu notification donc, des membres qui ont, selon les règles de l'OMC, l'obligation de nous informer sur leurs accords, une fois conclus et approuvés. Nous avons 265. Est-ce qu'il y a d'autres accords qui n'ont pas été notifiés? Certainement. Est-ce que les accords qui sont en train d'être négociés sont notifiés? Pas encore. Est-ce que nous sommes au courant de leur existence? Oui. Donc, entre 265 que nous savons ont été formellement notifiés à l'OMC, et vous pouvez trouver des copies sur le site web de l'OMC, ça c'est une chose, et puis nous savons qu'il y en a d'autres, mais on n'en a pas reçu une notification formale. Voilà. Je profite pour faire la publicité, si vous vous intéressez au sujet. Il y a un gros bouquin, là, un pavé, sur les accords régionaux qui vient d'être publié. Une collègue de l'OMC, donc Rohini Sharia, avec d'autres collègues qui ont écrit un bouquin, tout ce que vous voulez savoir sur les accords régionaux. Voilà, ça vient de paraître. Merci. Monsieur, je croyais, alors corrigez-moi, mais qu'il y avait 3200 accords dans le monde, que chaque pays européen a en moyenne 13 accords avec un ou plusieurs autres pays. Je me trompe complètement, ce sont des chiffres de Pascal Lamy. Le problème, vous avez raison, ça dépend de comment on compte. Est-ce que vous comptez chaque accord qui est sous un parapluie d'un accord plus large, ou est-ce que vous comptez simplement ceux qui ont été notifiés comme tels? Donc, nous, on compte ceux qui ont été notifiés comme tels. Alors, sous ces accords, il y a peut-être d'autres accords, et là, on arrive au chiffre de 3000. Mais si vous regardez le chiffre de l'OMC, c'est 265 qui ont été notifiés comme tels. I suspect the difference might be what you count, because there's a large number of bilateral investment treaties. Yeah, I suspect with the 3,200 number, that includes those. Exactly. Those deal strictly with the rights and obligations of governments with regard to foreign direct investment on their territory. Well, that's not an issue. Yeah, but that's not an issue covered at the WTO, and so it's not part of the RTA Even transparency mechanism. No. No. Yeah. But the agreement on investment measures in the WTO called TRIMS apparently is not interested in investment. I don't really understand why not. But non, alors, juste pour... C'est très technique, cette discussion. Well, forget it. Alors, non. L'accord sur les mesures d'investissement en relation avec le commerce, Trade-Related Investment Measures, est un petit accord qui est en fait une dérivation, si vous voulez, de l'accord de subvention. Cet accord-là ne prévoit pas que les accords de protection d'investissement soient notifiés à l'OMC. Ces accords bilatéraux de protection d'investissement n'ont rien à voir avec l'accord de TRIMS de l'OMC. Oui, j'ai deux questions rapides. La première, est-ce que le Brexit va redistribuer les cartes au niveau des accords régionaux? Et puis la deuxième question, est-ce que les parlements ne pourraient pas
demander, voire exiger que ces accords bilatéraux dont vous dites qu'ils ne sont pas transparents le soient, notamment dans les démocraties, puisque vous deux, vous Madame Georges et vous, monsieur, vous dites, et vous aussi Victor, vous dites en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'ils contiennent puisqu'il n'y a pas vraiment de transparence. Est-ce que les parlements n'auraient pas ce droit de la demander, cette transparence? On ne le saura que quand tout sera terminé. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'au fur et à mesure, sauf fuite, et il y en a eu qui sont très inquiétantes, que Greenpeace a distribué, que les Amis de la Terre ont distribué, et qui nous inquiètent beaucoup sur le plan des protections sur l'alimentation et l'environnement en particulier. Nous avons des inquiétudes légitimes parce que ce n'est pas les sources officielles qui nous ont fait savoir ce que contiennent ces accords. Et ça, depuis le début, c'est comme ça. Alors, bon, maintenant, le CETA, on sait, il y a 1600 pages, je ne les ai pas lues, mais le CETA, c'est terminé, c'est prêt à la ratification, et donc on sait ce qu'il y a dedans. Et ce que l'on constate, c'est que notre président de la République en France et son ministre du Commerce extérieur ont une attitude qui est curieuse, sinon hypocrite, parce qu'ils disent nous ne voulons plus du TTIP, mais le CETA c'est très bien, les gentils Canadiens et les méchants Américains, etc. Donc c'est pas vrai. Le CETA contient exactement les mêmes choses et parfois pire, c'est-à-dire avec une clause qui empêche de retourner à un système public si on constate que la privatisation d'un service antérieurement public est un désastre et on veut retourner au système antérieur service public. On ne pourrait pas le faire parce qu'il y a une clause, a ratchet clause, je ne sais pas comment dire ça en français, qui arrête la mécanique là et ne vous laisse pas aller en arrière. C'est pire. Autant que l'on sache jusqu'ici, le TTIP ne contient pas une clause comme ça. Donc nous craignons beaucoup. Et puis toutes les entreprises américaines de taille ont un subsidiaire au Canada, une filiale, qu'elles peuvent utiliser pour porter plainte contre les gouvernements en Europe. Ça peut être fait n'importe où cette compagnie possède une filiale. Ce n'est pas la maison mère aux États-Unis qui doit porter plainte. Pas forcément. Petite précision, l'accord TTIP dans le Pacifique, le texte est connu. Hein, vous trouvez ça sur Internet. Mettez TTP sur votre Google, le texte est là. Maintenant, la négociation est conclue, il a été soumis au Congrès américain, donc le texte est connu. Il y a bien sûr des side letters qui ne sont pas totalement connus, mais le gros de l'accord, il est connu. Pas le TTIP que nous sachions. Question du Brexit, c'est extrêmement complexe. Ce que nous savons, c'est que et ça c'est ce que nous observons, et encore une fois, tant que le fameux article 50 ne soit invoqué par le Royaume-Uni, on ne sait pas ce qui va se passer. Ce que nous observons, c'est que la plupart des partenaires commerciaux du Royaume-Uni attendent de voir quelle sera la relation entre le Royaume-Uni et l'Union européenne avant de se lancer dans des négociations commerciales bilatérales ou autres avec le Royaume-Uni. Donc, ça reste à voir. Dernière intervention, pas pour arrêter, oui. Alors moi, ma question, c'est pas directement lié à la conférence, c'est lié surtout au fait que c'est un plaisir de vous revoir et de vous demander par rapport au livre, le rapport Lugano que vous avez écrit en 1999,
comment vous voyez la suite de ce livre, ou bien il est encore très actuel pour vous d'une certaine manière ou non? Je dois dire que ce livre m'avait beaucoup impressionné lors du temps que je l'avais lu. Merci. Je crains d'ennuyer les autres. On va prendre un petit morceau de fromage et un verre de jus d'orange ensemble et je vous répondrai. J'ai fait une séquelle au rapport Lugano, mais qui s'appelle « How to win the class war ». Non, mais attendez, le titre c'était mon titre, mais mon éditeur anglais me l'a refusé. En français, c'est « Comment gagner la guerre des classes », en italien aussi. Je ne sais plus le titre en américain, je trouverai. Okay. Merci, je crois qu'on va s'arrêter là, on peut continuer la discussion avec quelques petits sandwichs ou comme ça. Merci en tout cas à cet échange, parce que c'était très intéressant. Tout le monde vraiment a bien plaidé sa cause. Le vice-patron de l'OMC et l'ITC, Madame Georges, et puis naturellement l'ambassadeur Chambovet. Moi, j'ai trouvé que c'était un débat tout à fait passionnant. Alors, on n'était peut-être pas... Mais non, on reprendra la discussion, parce que je crois qu'il y a beaucoup de matière, en tout cas. Hein. Ouais. Et on fera circuler le lien